Daniel Sormani, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national, donc à Berne, pour le MCG, mais vous avez une grande carrière politique derrière vous. Ça fait bien des décennies que vous êtes investi en politique. Depuis quand ? Depuis 1975 en tant que membre d'un parti et 1979 élu au conseil municipal de la ville de Genève pour la première fois. Ça fait un petit moment, donc on va passer un petit moment avec vous. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. On est à Vieux-Cieux ici, c'est un peu votre fief, c'est là où vous vivez, à Genève donc. C'est une société coopérative d'habitation, peut-être ça fait longtemps que vous êtes à Vieux-Cieux ? Oui, ça fait une bonne trentaine d'années que je suis à Vieux-Cieux, dans le quartier, dans d'autres immeubles, mais c'est vraiment un endroit tout à fait agréable, où on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir réfléchir dans le sens pour les aménagements, parce qu'on voit qu'ici, entre les différents immeubles, il n'y a pas de voiture, tout est en sous-sol, et on n'a pas eu besoin d'attendre les leçons de certains écologistes pour nous dire comment faire. Les gens ont une voiture, les gens ont un parking, mais ils sont en sous-sol, ils ne sont pas en surface. Et c'est déjà un aménagement que certains cherchent à refaire maintenant, en parlant de cette fameuse ville au quart d'heure, mais ils n'ont pas encore réussi à atteindre, même dans certains quartiers encore qui viennent de sortir de terre, finalement le bien-être qu'il y a ici, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de béton, il y a beaucoup d'herbe, et les voitures sont là, mais elles sont en sous-sol. Donc voilà le cadre agréable dans lequel j'ai la chance de pouvoir vivre et profiter du fait qu'il faut développer ces coopératives. Il y aura une votation importante au mois de septembre. C'est la manière de faire des logements qui sont confortables, modernes, à des prix qui sont raisonnables, puisqu'on ne rémunère pas d'actionnaires ou qui que ce soit, ou de promoteurs immobiliers. On doit juste s'assurer que les immeubles tournent financièrement et qu'on ait la marge pour pouvoir assurer l'entretien de ces immeubles. Donc ça permet d'avoir des loyers qui sont raisonnables, sont accessibles à la population, puis surtout, ils restent pérennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ensuite dans le temps des augmentations de loyers, comme on a pu voir dans certains cas où les loyers augmentent de 50, 100% ou 200%. Ici, ce n'est pas le cas. Les loyers restent au même niveau, ou quelques petites adaptations s'il y a des rénovations lourdes, mais on est loin de la politique des promoteurs à Genève. Donc c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'à Genève, ça devient impossible finalement bientôt, pour la classe moyenne en tout cas, de vivre, compte tenu des loyers qu'on paye et de l'assurance maladie qu'on paye. Donc Genève est un îlot de cherté dans un pays qui est lui-même un îlot de cherté, et je pense qu'on doit prendre des mesures pour permettre aux Suisses de rester en Suisse. C'est ça, le logement à Genève, c'est tout un débat. La société coopérative, finalement, c'est un peu un hybride entre la propriété et la location. On s'assure qu'on paye effectivement au prix coûtant et que les prix restent, comme vous dites, pérennes, c'est-à-dire qu'ils n'augmentent pas. Mais le territoire, lui aussi, n'augmente pas. Est-ce qu'on arrive encore à construire à Genève ? Comment est-ce qu'il faut voir la chose ? Alors évidemment, ça devient compliqué de construire à Genève, puisque on doit aussi protéger la zone agricole et les zones imposées par la Confédération aussi. Même qu'on voudrait, on ne pourrait pas complètement miter le territoire avec des immeubles, donc ça devient compliqué. Il y a encore quelques quartiers qui peuvent se développer. On espère que tout le quartier de la Praille va se faire, et là il y aura des milliers d'appartements qui vont se construire, mais ça prend du temps, parce que c'est quand même assez compliqué. Il y a la partie des Vernets qui se construit, qui est bientôt, on va dire, à bout touchant. Mais pour le reste de la Praille, évidemment, c'est une zone industrielle, il y a plein d'entreprises. On doit les déménager dans les zones industrielles, dans le canton. Donc ça prend un peu de temps pour construire les immeubles, mais j'ai bon espoir qu'on construise un nouveau quartier en ville, un nouveau centre-ville à la Praille. Mais ça va prendre encore un peu de temps, mais il y a des endroits où on peut surélever. Il y a encore quelques possibilités. Et justement, dans ce débat-là, où il y a les possibilités, il faut maintenant privilégier les coopératives, qui à Genève, malheureusement, représentent 6-7%, je crois, dans les chiffres les plus optimistes du parc.
alors que par exemple à Zurich, on est à 25% et ils se battent pour augmenter encore ce taux. Donc il y a des raisons historiques à ça aussi, hein, bien sûr. Mais il faut absolument maintenant qu'à Genève, on accélère pour ceci, de façon à permettre, disons, aux gens de rester à Genève. Autrement, ils vont déménager soit en France, soit dans l'autre canton. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient rentrer en coopérative ou qui aimeraient devenir propriétaires, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de terrain, il n'y a pas assez de construction, c'est difficile. On parle de 50 000 logements pour 2050. Est-ce que vraiment c'est tenable pour Genève ? Écoutez, Genève, avec 50 000 habitants de plus, ça va être compliqué, c'est sûr, parce qu'évidemment, il faut aussi adapter après les infrastructures, il faut des écoles. Il faut des crèches, il faut des locaux pour les parascolaires, il faut encore permettre aux gens de se déplacer. N'en déplaise à certains écologistes et socialistes, il faut quand même qu'il y ait quelques routes qui permettent aux véhicules de se déplacer. On ne peut pas les supprimer complètement. Donc je crois que Genève, il y a quelques années, on craignait le Genève au million d'habitants. On n'y est pas, mais c'est vrai qu'il y a 5 000 à 6 000 habitants nouveaux à Genève chaque année. Donc évidemment, ça complique, même si depuis maintenant quelques années, on a enfin construit quelques nouveaux immeubles et appartements, mais on voit que ça ne suffit pas parce qu'il y a un tel apport de population que la crise demeure. Il y a des milliers de gens inscrits pour obtenir un appartement ou un appartement plus grand. Et puis les familles se fractionnent aussi, ce qui complique. Les gens divorcent beaucoup, ce qui complique encore. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, il faut 2 appartements au lieu d'en avoir 1. Et puis, il y a tous ceux qui ont encore les moyens d'essayer d'acheter un bien. Si on a les moyens de le faire, je trouve que c'est bien aussi. Il y a dans toutes les zones de développement où l'État maîtrise le coût du terrain, qui permet finalement d'arriver à des prix qui deviennent raisonnables et accessibles à une certaine classe moyenne supérieure, je dirais, parce qu'aujourd'hui la classe moyenne tout court, elle n'y arrive plus non plus. Il faut quand même être dans la classe moyenne supérieure, parce que la construction est chère quand même, bien sûr en Suisse et à Genève particulièrement. Mais c'est aussi une option, et il y en a qui se construisent dans les zones de développement. Mais il y a bientôt plus de zones de développement. Donc on va se retrouver à un moment donné avec une barrière. Comment faire ? Eh bien, personne pour l'instant n'a la solution. Fermer les frontières, on sait que c'est très théorique. Il faudrait faire un mur encore plus haut que celui de Trump, qui veut faire dans le sud des États-Unis, qu'il a partiellement fait déjà. Puis même si on faisait un mur, les gens passeraient dessous. Donc je veux dire, c'est pas la solution. Donc la solution, c'est une planification, et il faut que les gens comprennent que la Suisse, évidemment, est un peu un îlot en Europe avec des salaires élevés, mais qui bientôt commence à ne plus suffire compte tenu des îlots de cherté que nous avons. Donc des limitations doivent être faites, mais je ne pense pas que c'est en fermant les frontières qu'on va régler ce problème. Alors, vous avez effectivement vu Genève et la Suisse se développer. Vous avez un âge tout à fait respectable. Au départ, vous étiez garagiste, c'est exact ? Oui, mon premier métier, c'est mécanicien auto. Donc j'ai œuvré pendant pas mal d'années dans les garages, comme mécanicien, chef d'atelier, à un moment donné. Puis à un moment donné, j'ai postulé un poste à l'État, au garage de l'État d'ailleurs, où on entretient les véhicules de l'État qui vont des voitures aux camions, aux engins, etc. Et qui est à la voirie cantonale, en fait, à côté du centre d'autoroute, qui n'était pas là encore à l'époque, qui est venu après coup. Et puis voilà, j'étais chef d'atelier là-bas pendant quelques années. D'abord mécanicien, puis chef d'atelier, puis ensuite responsable des installations. Puis ensuite j'ai migré à la police des constructions en tant qu'inspecteur, où on s'occupait dans le cadre des autorisations de construire de la partie de protection incendie. Pour lequel d'ailleurs j'ai fait une formation, j'ai un brevet fédéral dans ce domaine-là aussi, que j'ai fait en cours d'emploi. Et aujourd'hui, vous avez aussi un commerce de fleurs, c'est exact ça ? Oui, c'est exact. On a, avec ma femme, repris un magasin de fleurs il y
y a quelques années, fin 2006. Donc voilà, c'était une aventure. Donc finalement, moi j'ai passé d'ouvrier à petit patron. Donc j'ai traversé, on va dire, parce que j'ai été militant syndical, c'est ça qui m'a amené à la politique. Militant syndical, président de la FTMH à Genève. Donc c'était la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie qui s'occupait aussi des garages et des carrosseries. Et qui maintenant tous ces syndicats se sont réunis dans UNIA. Donc il y avait la FOBB qui était dans le bâtiment aussi. Et maintenant tout est réuni dans UNIA. Et c'est ce syndicalisme qui m'a amené à la politique. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais président de la partie groupe des garages donc du syndicat. On avait fait une grève pour le renouvellement de la convention collective, augmentation des salaires, 40 heures par semaine au lieu de 45, etc. Et on avait réussi à faire une grève et à amener les patrons à la table de négociation. Parce que c'était assez dur, parce qu'il y avait les petits patrons, mais il y avait aussi les grandes maisons comme Citroën, comme Émile Frey, etc. Cela était beaucoup plus difficile à plier. Il y avait la Fiat, il y avait Fiat Suisse, c'était beaucoup plus conciliant en bon italien. Les syndicats, ils savent ce que c'est l'Italie. Mais ce qui fait qu'ils comprenaient ici en Suisse, et ils n'ont pas mis de frein à la grève, parce qu'on a monté des piquets de grève, etc. Chez Émile Frey, c'était plus compliqué. Ils ont essayé de contourner les piquets de grève, ils ouvraient toutes les portes pour que les gens puissent rentrer quand même, venir travailler. Ils ont essayé de casser tout ça, mais ils n'ont pas réussi. Alors, ce syndicalisme, moi, le grand timide, parce qu'en fait, moi, je suis un grand timide, ça se voit peut-être plus, ou moins. Ça peut se voir si je me retrouve dans une assemblée où je connais personne. Alors je suis un petit peu perdu encore, parce que je n'ai pas le contact facile à cause de ma timidité. Mais voilà, donc j'ai combattu ça avec ce militantisme syndical qui est venu, c'est tout simple, il cherchait des commissaires d'apprentissage, puisque c'est paritaire pour aller suivre des apprentis dans l'automobile. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai levé la main. Aujourd'hui, je ne sais encore pas pourquoi. Mais je dirais, heureusement, c'est ce qui m'a ouvert, on va dire, au monde. Si on peut le dire comme ça. Dans le sens que j'ai commencé par être commissaire. La première fois que j'ai dû aller dans un garage, je suis resté une demi-heure devant le garage avant de rentrer. Je n'osais pas rentrer. Et puis, il fallait que j'y aille. Donc au bout d'un moment, je suis rentré. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on s'ouvre au monde, qu'on combat un peu sa timidité. Puis quand on m'a dit, maintenant tu es syndicaliste, il faut que tu rentres en politique. Il faut aller au Parti Socialiste. Puis voilà, moi j'ai signé. Et petit à petit, voilà, on dira, l'oiseau fait son nid. Et effectivement, j'étais élu au municipal en 1979 pour la première fois. C'est ça, c'est un travail de militant, mais de milicien aussi, parce que toujours travailler à côté, et puis en même temps, beaucoup à la ville de Genève, maintenant à Berne, d'abord au Parti Socialiste, ensuite au MCG en 2011, je crois. Une fois, vous avez dit, c'est pas moi qui ai changé, c'est le Parti Socialiste qui a changé. Vous pouvez un peu expliquer ça ? Oui, volontiers. J'ai fait 36 ans au Parti Socialiste, je ne vais pas le renier. C'est un parcours de vie. Il n'y avait plus beaucoup d'ouvriers au Parti Socialiste déjà à l'époque. Et même les ouvriers et les syndicalistes, même les syndicalistes professionnels, c'est-à-dire les secrétaires syndicaux, avaient de la peine à se faire élire. Ils étaient toujours dépassés par d'autres, enseignants, avocats, les professions libérales, ou les avocats membres de l'ASLOCA, et ça devenait toujours difficile. Donc j'ai été le dernier ouvrier, parce que j'ai été élu jusqu'en 2003. Et en 2003, je n'ai pas été réélu. Donc j'étais encore candidat. Mais il y avait eu un conflit. J'étais en conflit avec le Parti Socialiste, et c'est pour ça que j'ai été biffé.
énormément et que j'ai été battu, quoi. Enfin bref. Donc j'ai arrêté la politique. Et puis le MCG est venu me chercher en 2011 et je me suis réinscrit au MCG, je crois, en janvier ou en février. En mars avaient lieu les élections et j'étais élu. Je n'ai pratiquement pas fait de campagne, mais j'étais quand même assez connu. Donc, et depuis j'ai fait mon chemin. Élu, réélu et encore réélu, je crois que c'est 2011, ensuite c'était 2015, puis c'était 4 ans, 2020 et 2025, ça fait maintenant la troisième fois que je suis réélu dans le cadre du MCG. Et puis j'ai été en 2013 élu aussi au Grand Conseil, auquel j'ai siégé, donc, et réélu en 2018, et réélu en 2023. Donc j'ai fait plus de 10 ans au Grand Conseil et puis j'ai été élu aussi en octobre 2023 au Conseil national. Moi je suis assez nature, hein, et je ne sais pas si vous le racontez comme ça, mais l'origine du conflit avec le PS, mais j'ai pas regretté, ah oui, j'ai pas répondu à votre question. Oui, le PS a changé, il s'occupe plus vraiment de ce que j'appelle les ouvriers et les travailleurs. Et ils sont plus branchés sur les faits de société, combat des minorités, combat des femmes, qui est très bien, c'est pas la question, mais ils ont perdu l'origine. On le voit un peu partout d'ailleurs, hein. On le voit aussi en France. Hein. Ils ont complètement perdu leur base, qui est parfois récupérée par l'extrême gauche, mais le PS, lui, c'est les bobos. Hein, c'est des gentilles personnes, mais qui ne pensent plus aux véritables combats sociaux qui restent quand même nécessaires. Et j'étais, comme j'ai dit, un des derniers ouvriers, donc finalement, je n'ai pas été réélu. D'ailleurs, je n'ai même pas démissionné à ce moment-là, je ne faisais plus rien en politique, ni sur le plan syndical d'ailleurs. Et voilà, ensuite, et c'est d'ailleurs une des premières questions qui m'a été posée, c'est peut-être pour ça que vous avez dû le trouver quelque part, mais comment tu peux atterrir au MCG, toi qui étais au Parti Socialiste? Et c'est la réponse que j'ai faite. Moi, je n'ai pas changé. Le PS a changé, il ne s'occupe plus des travailleurs et des ouvriers. Alors moi, j'ai mon côté social qui reste, et le MCG, il a plein de défauts, bien sûr, comme tous les partis, mais il y a une certaine ouverture. On a une telle diversité de gens. On a des gens comme moi qui viennent du PS, on a des gens qui venaient des Verts, on a des gens qui viennent de l'UDC, on a des gens qui viennent du PLR, on a des gens qui viennent de nulle part, qui n'avaient jamais fait de politique. Donc, on dit souvent ni gauche ni droite. Il faudrait rectifier. Il faudrait dire à gauche et à droite. À la différence du centre, parce qu'on n'est pas au centre, on prend position. Le centre mou qui ne prend jamais position, épouvantable. Encore hier soir au municipal, à mourir. Et nous, sur certains sujets, on est clairement à droite. La défense de l'économie, la sécurité, l'armée maintenant à Berne. Vous voyez, c'est nécessaire, malheureusement nécessaire, on le voit encore aujourd'hui. Mais par contre, sur tous certains aspects qui sont sociaux, notamment l'assurance maladie, par contre, complètement en différence avec le groupe dans lequel on siège à Berne. Hein. On leur avait dit, hein. Sur l'aspect de l'AVS aussi, c'est les assurances sociales, on diverge. Moi, la culture, je soutiens parce que ça participe absolument, un, à l'économie, deux, à la diversité culturelle et à l'ouverture du monde, au monde et des gens. Et c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et là, on diverge. Hein. C'est pour ça que c'est plus juste de dire, que de dire ni gauche ni droite, c'est de dire à gauche et à droite. Mais on prend position. On n'est jamais... Je crois que c'est rare, ou que c'est peut-être jamais arrivé qu'on dit on s'abstient, centre mou, on fait rien, on dit non. Non, on dit non ou on dit oui. Et c'est vrai que certains disent que vous êtes un peu l'aile gauche du MCG. Vous êtes très engagé pour les combats humains, les combats sociaux.
Vous êtes à Berne depuis 2 ans maintenant, mais dans la première année déjà, vous avez déposé un nombre d'objets extraordinaires. Et parallèlement, vous êtes aussi au municipal, donc à la commune de Genève, hein, dans la ville de Genève. Est-ce que c'est pas un grand écart entre Berne et Genève? Oui, c'est un grand écart, oui, bien sûr. Donc j'ai dû quitter le Grand Conseil parce que c'est la loi. Donc avec regret, parce que c'était bien. J'ai beaucoup aimé ces plus de 10 ans au Grand Conseil. Maintenant, évidemment, il me reste le municipal. Alors, une fois j'avais dit, je ne sais pas s'il faut le dire, ça va être mon exutoire. Je vais pouvoir me défouler. Et je me rappelle que Samy Canan m'a dit, oui, j'ai vu que tu as dit ça. T'es un peu bruyant. Ce qui est vrai, parce que souvent je m'emporte et je ne devrais pas. Mais ce qu'il y a quand même d'intéressant municipal, parce que c'est quand même aussi une des composantes de l'action politique. On doit, si possible, quand même être près un peu des gens. Et au municipal, on discute de quel maillot de bain mettre dans les piscines, par exemple. On va en discuter d'ailleurs de nouveau bientôt. De choses tout à fait concrètes. Est-ce qu'on va végétaliser une place? Est-ce qu'on va supprimer des places de parking? Nous, on ne demande pas ça, mais d'autres le demandent. Il y a cet aspect de proximité, de choses, d'immédiateté de choses. On vote une loi, c'est évidemment abstrait. Hein. Donc ça ne concerne pas une personne. Donc avant qu'éventuellement ça ait un aspect, des conséquences sur des personnes, sur des familles, ça peut prendre pas mal de temps, encore plus à Berne, c'est encore plus long. Tandis qu'au municipal, il y a cet aspect proximité qui est intéressant, et puis ça nous permet d'avoir le contact avec les citoyens et les citoyennes. Et c'est important ce contact, je pense, pour un politicien. Parce qu'évidemment, en Suisse, on est des miliciens, mais il faut quand même bien se rendre compte, plus on monte, entre guillemets, dans la hiérarchie, plus on s'éloigne quand même du citoyen de base, et qu'on a tendance quand même à dire « vous êtes des professionnels », etc. Ce que nous ne sommes pas. Mais à Berne, qui peut siéger à Berne? Vous croyez qu'un ouvrier peut siéger à Berne? Vous croyez que quand j'étais ouvrier mécanicien et que je travaillais dans un garage, j'aurais pu aller à Berne? J'aurais perdu mon boulot. J'aurais dû vivre avec les jetons de présence à Berne. Donc, je ne crois pas que dans l'histoire qu'il y en a eu, ou très peu. Et d'ailleurs, ceux qui étaient élus pour la gauche, c'était des professions libérales, des avocats, éventuellement des médecins ou des gens indépendants qui pouvaient aller siéger à Berne. Donc la commune reste un échelon qui reste intéressant. C'est pour ça que j'ai dit je continue encore un coup. Et puis ça me plaît bien, et puis je dirige le groupe MCG, donc je continue de le faire. Maintenant, on a quelques nouveaux, donc c'est bien, on va pouvoir les lancer un peu dans le bain et assurer la relève. C'est ça, c'est que pour la première fois, il y a 3 MCG à Berne. Ça, c'est quand même une première, d'avoir autant de monde, d'avoir un groupe aussi puissant, même si dans la Grande Berne, ça fait peu d'effet. Ça, c'est une victoire quand même pour un parti comme le MCG? Oui, c'est une très grande victoire, parce qu'on est un parti cantonal. Et d'avoir réussi à placer 3 personnes dans le Parlement suisse, c'est absolument inusité. Et à l'époque, Vigilance avait eu un conseiller national aussi, mais nous, on a fait mieux, quoi. Je veux dire, 1 aux États et 2 au national. C'est un exploit, je ne sais pas si on pourra le rééditer. Mais toujours est-il que, effectivement, Alors, est-ce qu'on pèse? Comme ça, on se dit, on pèse pas. Mais en réalité, on est là, on vote. Quelquefois, on fait basculer des votes. Moi, ça m'est déjà arrivé pour une voix, donc c'était la mienne. C'était justement sur la culture, en plus. Et je pense que c'était pour la rémunération des artistes, création d'un statut particulier, parce qu'il n'y a justement pas de statut particulier. T'es ou un employé ou un patron. Et puis il n'y a aucun de ces statuts qui convient aux acteurs culturels. Donc
J'ai évidemment soutenu cette proposition socialiste d'ailleurs, et d'Estelle Reva d'ailleurs. Hein. Et elle a passé à une loi. Donc voilà. Donc, parce que je pense que c'est important. Voilà, alors moi je pense qu'on pèse quand même, et puis le but c'est aussi pas d'être seulement des spectateurs, c'est pour ça que j'ai quand même déposé quelques textes. J'espère qu'ils pourront être traités durant cette législature, parce que évidemment les temps à Berne sont très longs, et puis il y a 2 chambres. On est un petit pays, mais on a 2 chambres. Donc, parce qu'on n'a pas un pays centralisé, c'est pour ça qu'il y a ces 2 chambres, hein, puisqu'il y a la chambre des cantons et la chambre du peuple, on va dire. Alors évidemment, les motions doivent passer dans les 2 chambres. Alors on peut réussir à faire passer au national une motion, mais après il faut que les États on relaye. Alors ça peut être utile parce que maintenant on la relaie. Mauropodia est aux États, donc si on peut obtenir son appui, c'est pas si mal, parce que ça va permettre justement peut-être de réaliser quelques avancées dans les domaines qui nous sont chers, notamment l'assurance maladie, parce que c'est très très compliqué et il y a d'énormes résistances. Et on est soumis alors à des lobbies absolument, c'est presque effrayant. Bon, il faut. Peut-être que c'est intéressant d'en parler un peu parce que j'avais une question sur les lobbies, donc justement à Berne, c'est quand même très puissant. C'est très puissant parce qu'ils sont là, dans les pas perdus, constamment. Et puis on est bombardé d'emails et d'invitations, on est bombardé de lettres qu'on reçoit à la maison, on est bombardé de lettres, des mêmes posées sur notre bureau. Voilà, à nous d'être intelligents et et puis on reçoit des lettres de session avec des instructions. Donc, alors, je vous avoue, j'en tiens absolument pas compte. Donc, moi, je suis je suis mon avis. Je suis du groupe dans la mesure du possible, bien sûr. Et puis, je tiens pas compte des lobbies. Maintenant, il y a d'autres lobbies aussi. Il y a le lobby du Conseil d'État, parce qu'à quelque part, c'en est un aussi. Même si on n'est pas aux États, au national, on se rencontre, ils nous rencontrent régulièrement, et puis ils nous disent aussi quels sont les intérêts de Genève. Et dans une certaine mesure, évidemment, on essaie de les suivre, notamment dans les domaines dans lesquels c'est un peu notre mantra, à savoir l'assurance maladie, etc. Où il y avait des propositions du canton de Genève, des initiatives parlementaires. Évidemment, moi j'ai suivi, parce que je trouve que c'était une bonne idée, et en plus on soutient le canton de Genève. Donc voilà, on a cette double casquette, mais bien sûr on peut aller à quelques soirées du lobby, c'est pas le problème, parce que c'est toujours intéressant de s'informer. Moi j'ai été dans quelques-unes, hein, mais ça ne veut pas pour autant dire que le lendemain on va voter ce qu'ils nous recommandent. On écoute, on essaie de comprendre, de se forger une opinion, et puis il faut rester lucide. C'est pas parce qu'on nous invite à une verrée ou à un mange debout, voire un repas, qu'on va les suivre, sauf si c'est des domaines qui nous intéressent beaucoup. J'ai été beaucoup au lobby automobile, transport, j'y vais chaque fois. C'est intéressant, en plus il y a des conférences, mais de toute façon c'est quelque chose que moi je soutiens, c'est-à-dire la défense de l'automobile, de la route. On peut dire tout ce qu'on veut. Alors j'ai encore lu aujourd'hui, c'était assez intéressant, dans la tribune, tout un débat, parce que suite à la votation sur les autoroutes, les tronçons d'autoroutes qui étaient proposés à l'élargissement, qui étaient refusés à 52%, le Conseil fédéral a décidé de mandater un expert à Zurich, les PFZ, pour faire une analyse, mais globale, de la mobilité en Suisse, donc toutes les mobilités. Et je trouve que c'est une bonne démarche, parce que faut qu'on arrête d'être bicéphale, chacun dans son truc, ceux qui défendent le rail, ceux qui défendent la voiture, et puis parce qu'on va dans le mur, la preuve.
Et quoi qu'on puisse faire, et je trouve que sa démarche est bonne, mais évidemment il y a déjà des résistances, parce que le bruit court que les autoroutes vont revenir. Évidemment qu'ils vont revenir, mais c'est normal, parce que ça fait partie du domaine de la mobilité. Évidemment il y aura les voitures, il y aura les vélos aussi, bien sûr, les pistes cyclables et tout ça, c'est dedans. D'ailleurs ProVélo est dans la consultation. Mme Klopfenstein, Virginie a déjà protesté, je veux pas des autoroutes, je veux que des pistes cyclables. Bon, ben, on va remplacer les autoroutes par des pistes cyclables. Non, c'est pas sérieux. Évidemment, il y a le rail, il y a tout ça. Et parce qu'on voit aussi que le rail n'avance pas non plus, en tout cas pas en Romandie. C'est quand même dingue que apparemment les parlementaires avant n'ont pas réussi à mettre suffisamment en avant ces spécificités de la Romandie. C'est-à-dire quand on voit en Suisse allemande, d'abord, le réseau d'autoroutes. Zurich, mais c'est pas effroyable, c'est bien développé, chacun. Le rail aussi, la gare de Zurich, etc. En Romandie, c'est la misère. On ne va pas parler de la catastrophe de la gare de Lausanne, qui a 20 ans de retard. Celle de Genève, elle va prendre beaucoup de retard. Parce que maintenant, on parle de 38, mais moi, j'y crois même pas encore. Parce que quand je vois l'état d'avancement des choses. Et puis, la fameuse troisième voie, CFF, de Genève, Lausanne-Berne, qui est réclamée par tout le monde, y compris les partisans du train, mais il n'y a rien qui avance, pour différentes raisons. Et j'ai l'occasion, parce qu'on est invité régulièrement par je ne sais plus le nom en tête, mais le groupe Roman du Rail, qui est présidé par un ancien conseiller national, et dans lequel notamment il y a Olivier Français, etc., l'ancien conseiller aux États et ancien municipal de Lausanne, qui a bien développé le métro à Lausanne. D'ailleurs, le M2, c'est grâce à lui. C'est une bonne idée. Et à laquelle vient le directeur général des CFF, M. Ducrot, qui est un roman. Et je participe, ça se passe à 7h du matin, parce que c'est juste avant la session, donc il faut se lever tôt. Mais c'est intéressant. Et il y a eu encore la dernière fois. Et on voit que les choses avancent. C'est très très compliqué. Moi je pose la question, je dis mais est-ce qu'au moins on a un tracé? Je pose la question. Il me dit oui, on a un tracé. Mais pour différentes raisons, planification des travaux, vu que les coûts ont explosé, ils ont réévalué les projets CFS, c'est 14 milliards. C'est considérable. Donc, cette troisième voie, il disait, c'est à désespérer. Aujourd'hui, la programmation, c'est 2060. Non mais, vous vous rendez compte? Et on espère qu'on arrivera à le mettre dans le programme 2045. Moi, je suis absolument pour. Mais aujourd'hui, il faut quand même bien se rendre compte. C'est pour ça que c'est intéressant, cette globalité qui a mis. On aura le rapport au début septembre, semble-t-il. Mais il y a déjà des choses qui ont fuité, c'est pour ça qu'il y a eu des réactions aujourd'hui dans la tribune. Il y a toute la page, mais j'ai lu parce que maintenant je vais lire quand même les affaires fédérales. Ça rallonge la lecture de la tribune, qui est de plus en plus mince d'ailleurs, triste. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut se battre pour que changer, pas changer, mais faire évoluer un petit peu les modes de transport. Mais aujourd'hui, la route c'est quand même 73%. Et le rail c'est 23% ou quelque chose comme ça. Donc on ne pourra pas remplacer la route par le rail comme ça, en 5 minutes. D'autant plus que même le transport de marchandises, CFE Cargo arrête à la fin de l'année. Donc on va dans le sens inverse. Parce que c'est pas rentable. Ben oui, c'est compréhensible que c'est pas rentable. Alors c'est soit on accepte d'y subventionner, visiblement on n'est plus d'accord, et ils devaient fermer dans 2 ans, 3 ans, et ils ont accepté qu'ils ferment, ils arrêtent à la fin de l'année. Donc tout ça, ça va repasser sur les camions. Et les camions, ils bouchent l'autoroute. Donc des fois il faut réfléchir un peu plus loin, c'est pour ça que je trouve que la globalité est intéressante. Alors après il faudra voir qu'est-ce qu'on en tire. Mais moi je reste persuadé qu'il faut élargir les autoroutes. Partout dans le monde, les autoroutes ont 3 pistes, quand c'est pas plus. On n'est pas aux 12 pistes des États-Unis.
Donc personne ne réclame ça. Mais deux pistes, c'est 3 et 3. On sait, c'était conçu dans les années 50. Construit la première autoroute en 1964, dans les années 60. Et pourquoi on a eu Genève-Lausanne, il faut bien savoir, avant toute la Suisse allemande, c'est parce qu'il y avait l'Expo nationale à Lausanne. Et je me rappelle y être allé avec mes parents, et j'avais 14 ans. Mais pourtant, on a vu un élargissement à 3 voies, justement, autour de Lausanne, autour de ce nœud névralgique entre Lausanne et Morges. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quand même des énormes bouchons. Donc, est-ce qu'il y a un effet d'entonnoir, ou alors est-ce que c'est une fuite en avant? Écoutez, évidemment, les experts se disputent là-dessus. Et il y a un qui se considère comme expert que tout le monde écoute, c'est Vincent Kaufmann de Lausanne, que souvent je critique, parce que d'abord, lui, il n'est pas un expert de la circulation, il s'occupe de sociologie urbaine, ce qui n'est pas tout à fait quand même la même chose à l'EPFL. Donc, lui, il préconise de rouler à 60 à l'heure sur l'autoroute, il l'a proposé encore il n'y a pas si longtemps que ça, en disant comme ça il n'y aura plus de bouchons. Et puis, parce que moins on va vite, moins il y aura de bouchons. Moi, je ne constate pas ça parce que il y a les ralentissements quand il y a des rétrécissements, quand il y a des travaux, etc. Et puis c'est là que les gens ralentissent. Les travaux, les gens roulent normalement. Donc ça se discute. Il y a d'autres experts qui disent l'inverse. Et il disait, puis en plus, si on roule à 60 sur l'autoroute entre Genève et Lausanne, ça prendra tellement plus de temps que prendre le train qu'ils prendront le train. Moi, je trouve que c'est une réflexion qui est un peu courte pour un expert. Donc, je conteste vraiment sa façon de voir les choses. Il est incontestablement anti-voiture, mais on peut penser tout ce qu'on veut. La voiture va rester sous différentes formes, elle va rester. Même quand elle sera complètement autonome, ce ne sera pas des trains, ce sera quand même des voitures individuelles. Donc, la crainte de ce qu'on dit, l'aspirateur à voiture, non, moi je n'y crois pas. Il y a quand même un peu moins de voitures proportionnellement à la population. Et puis ça reste quand même un moyen suivant où on va, où on a la liberté de le prendre, et puis d'aller où on veut, d'aller dans le village où on veut, où évidemment le train ne peut pas aller. Moi je vais à Berne, je prends le train. Je trouve que c'est très bien. Depuis Vieux-Seux, je traverse la route, je prends le tram, je suis à la gare. J'ai expérimenté ça assez temps. Avant, je me faisais amener par ma femme, donc elle me posait devant la gare. Maintenant, elle est déjà en vacances. Mais c'est très pratique. J'arrive à la gare, je prends le train, j'arrive à Berne. 5 minutes après, je suis devant mon hôtel qui est lui-même à 3 minutes du Palais fédéral. Donc ça va. Et je prends le train. Mais si on doit faire des choses divergentes, en plus avec une famille, le train est très cher en Suisse en plus. Et je prends le train parce que, évidemment, en tant que parlementaire fédéral, j'ai la chance d'avoir l'abonnement général. Mais autrement, c'est cher, le train en Suisse. Donc, pour des trains, moi, je trouve quand même qu'ils ne vont pas très vite. J'ai été déçu de la vitesse commerciale de nos trains. C'est des tortillards, quoi. Quand on voit maintenant que même les Italiens ont réussi à faire le Trenitalia qui roule à 300 km/h dans un confort absolument supérieur au TGV, des sièges en cuivre. On le voit parce qu'il vient jusqu'à Genève. Et à Berne aussi, je l'ai vu. Et puis j'ai vu un reportage aussi sur les trains rapides italiens. Il y a 2 compagnies, il y a Trenitalia et puis une compagnie privée qui fait Milan-Venise. Et malheureusement en Suisse, on n'a pas de train à grande vitesse. C'est pas qu'ils ne peuvent pas y aller, c'est que tout simplement les rails ne sont pas adaptés. Déjà, à la vitesse où on va, on laisse couler comme des pruniers, parfois. Pour essayer de travailler à l'ordinateur ou même au téléphone, c'est un peu difficile. Mais bon. On parle beaucoup aussi de la voiture électrique maintenant. À Berne, dernièrement, il y a eu ce fameux droit à la prise
qui maintenant arrive sur le dessus du panier, enfin qui commence à se décider. Parce que c'est un gros problème, c'est vrai, pour les gens qui sont locataires. On a quand même une majorité de locataires en Suisse. Et puis souvent, on veut acheter une voiture électrique, mais on n'a pas d'endroit où la charger. Donc tout ça, la voiture électrique, c'est un avenir en tant que garagiste. Là, je parle aux garagistes qui sommeillent encore, et puis aux politiciens aussi qui est très engagé. La voiture électrique, les garages, c'est un peu la mort des garages, parce qu'ils disent c'est beaucoup moins d'entretien, c'est beaucoup ça reste dans les marques aussi, donc il y a beaucoup de choses que les garages ne peuvent plus faire. Et puis en même temps, on a tout un transfert d'une énergie qu'il faudra quand même produire pour pouvoir fournir tous ces véhicules au niveau infrastructure, au niveau justement infrastructure dans les immeubles, mais aussi infrastructure pour amener toute cette énergie. Est-ce que là, comment est-ce que ça se voit à Berne? Alors, oui, c'est tout un débat. Et effectivement, cette transition électrique, je ne sais pas vraiment si c'est l'avenir de l'automobile. Je suis très, très sceptique avec l'interdiction du moteur thermique décrétée par l'Europe en 2035. En Suisse, je crois que ça n'a pas été encore décidé comme ça, mais moi je crois que le moteur thermique n'est pas mort. Parce qu'il va y avoir des carburants alternatifs, et puis il y a toute la phase hydrogène aussi qui doit être développée. À partir du moment où on industrialise tout cela, parce qu'au début du pétrole, c'est la même chose, hein. Il y avait trois barriques qui se couraient après. Là, on n'a pas industrialisé tout ça. Et moi, je crois que le moteur thermique a encore un avenir par rapport à l'électrique. Puis, comme vous le dites justement, si tout le parc automobile suisse devait être transformé en électrique, il va nous manquer d'énergie. Donc il faut encore la faire, cette énergie. Alors on essaye d'avancer avec des énergies alternatives, de rehausser nos barrages et d'en construire un nouveau. Il y en a un qui est en route. Mais évidemment, on ne pourra pas tout régler avec ça. Et puis en hiver, on manque de courant avec les barrages, même si on peut returbiner tout ça. Aux heures creuses. Mais donc il y a ce défi et le défi de construire des centrales solaires et quand même des éoliennes aussi. Évidemment, il y a beaucoup de résistance parce qu'il y en a qui disent c'est pas beau, ça fait du bruit, etc. Donc il ne faut pas les faire n'importe où. Il y a un problème, c'est que un de plus, c'est qu'en Suisse les procédures sont très longues. Et il y a beaucoup d'associations qui peuvent faire recours. Donc des fois ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire quelque chose. Ça va pas. Ça va pas. Et d'ailleurs il y a un projet du Conseil fédéral pour justement raccourcir les procédures. Donc il y a une seule possibilité de faire recours. Puis ça a évidemment déplu aussi à beaucoup de gens, même à droite, même à l'UDC. Parce que dit ouais mais on va bafouer le droit des communes, etc. Donc, mais on a voté là-dessus, il me semble qu'on avance quand même. Et alors évidemment c'est un défi. Alors moi la voiture électrique, peut-être c'est une transition, mais cette transition si on veut l'assumer, il faut des endroits de recharge. Et il faut pouvoir recharger dans les immeubles. La coopérative on peut recharger. Donc une fois de plus les coopératives sont en avance. Et il faut effectivement, surtout à Genève, un peuple de locataires et à des coûts avantageux. Parce qu'évidemment, si le propriétaire dit ah bon, mais d'accord, on va installer des bornes, puis on va facturer tout ça, puis on va augmenter les loyers, ça va pas. Et puis en plus, il faut encore avoir la puissance. Est-ce qu'on a la puissance nécessaire? Parce qu'il faut aussi pouvoir recharger relativement rapidement. Alors, il y a des possibilités dans les parkings publics. Ok, ça a avancé. Par contre, en Suisse, où j'ai très peu, en tout cas pas à Genève, il n'y a pas de borne dans la rue. Et un des défis, notamment en ville de Genève, qui s'oppose à mettre des bornes de recharge dans la rue, parce qu'on pourrait en mettre quelques-unes, je ne dis pas qu'il faut en mettre sur toutes les places de parc, mais à quelques endroits, les gens qui ne vont pas dans les parkings souterrains, qui ne peuvent pas charger chez eux, si on veut au moins développer cette mobilité électrique. Mais ils s'y opposent, parce qu'évidemment, ils ne veulent plus de voitures en ville, qu'elles soient électriques ou pas. Donc, une fois de plus, malgré l'éventuelle transition électrique,
où ça ne fait pas de bruit et que ça pollue pas sur le moment, parce que ça pollue pour la construire, eh bien, les mêmes s'y opposent. Et c'est ça qui est dommage. Donc, moi, je crois que ce sera une transition de l'électrique. Mais c'est aussi un défi pour les constructeurs, qui sont des pourvoyeurs d'emploi. Puis vous avez parlé des garagistes. Alors évidemment, les voitures électriques, ils ont aussi des problèmes. Mais ce n'est pas des problèmes qui sont du même ordre de notre mécanique traditionnelle. Quand on commençait, on démontait les moteurs. À 40 000 km, il fallait reviser le moteur, il était usé. Ça, c'était les années 60. J'ai fait l'apprentissage en 1965, j'ai commencé. Eh bien, on démontait les boîtes, les ponts, et on revisait tout, à 40 000, on revisait tout. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, les moteurs thermiques ont énormément progressé, et je pense qu'avec des carburants alternatifs qui ne polluent pas, on peut avancer. Pour l'instant, c'est cher parce que c'est pas industrialisé. Je vois plutôt un avenir là-dedans que dans l'électrique, qui à mon avis sera qu'une phase transitoire. Parce qu'aussi au niveau énergie, j'ai vu que vous êtes aussi intéressé à l'intelligence artificielle, très gros consommateur d'énergie. Est-ce que la Suisse va réussir à suivre? On n'imagine pas construire des nouvelles centrales nucléaires, ça a même été décidé l'abandon du nucléaire. Donc comment est-ce que la Suisse prévoit son plan énergie, vu depuis Berne, où en plus il y a beaucoup de lobbies qui poussent un peu, je pense, dans tous les sens. On va vers quoi? Il y en a qui remettent en avant justement l'énergie nucléaire. Bon, moi j'y crois moyennement, encore que. Moi j'ai été aussi partisan d'arrêter le nucléaire à l'époque. Parce qu'évidemment, on n'a pas véritablement de solution rationnelle pour les déchets. Et encore moins en Suisse, puisqu'on doit les exporter pour les mettre ailleurs. Juste tant qu'on nous accepte. Parce que le jour où on nous dit débrouillez-vous avec vos déchets nucléaires, on aura des problèmes. Parce que, bon, ils cherchent, il y a des sites qui ont été retenus pour enfouir en Suisse, mais il y a plein d'oppositions, parce qu'évidemment, même à 80 mètres sous terre, les gens n'en veulent pas. Alors, est-ce qu'à terme, on va trouver de quoi recycler cet uranium qui a été utilisé? Je ne sais pas. Maintenant, on est en train de démonter Mühlberg. Je viens d'apprendre qu'on en est à la moitié. Ça coûte très cher, soit dit en passant. Et puis, il y a peut-être d'autres systèmes qu'on avait un peu étudiés au Grand Conseil, mais on n'a pas du tout les compétences pour être là-dedans. C'est des centrales au thorium, c'est un autre carburant qui n'a pas les inconvénients de l'uranium. Donc, mais pour l'instant, c'est pas très au point. C'est expérimental. Donc, je ne vois pas construire une nouvelle centrale. On ne peut pas recycler les centrales puis mettre du thorium, parce que c'est un système complètement différent. Donc, ça peut-être c'est l'avenir, j'en sais rien. Mais pour l'instant, eh bien, le plan du Conseil fédéral, c'est qu'il y a des centrales à gaz de secours. C'est ça qui est prévu. Au cas où on serait en pénurie, donc ils ne sont pas encore opérationnels. Et puis, rehausser les barrages, essayer d'avancer dans des grandes centrales solaires et dans les éoliennes. On va pouvoir y arriver. Il y a des pays qui arrivent. Dans les pays nordiques, qui sont très en avance là-dedans. J'étais en Norvège. Et j'ai vu d'ailleurs que notre conseiller fédéral y est allé. Et il y avait eu un reportage. Mais c'était pour autre chose, c'est pour stocker le CO2. Et on voit qu'en Norvège, 90% des voitures sont électriques. Donc c'est possible, sauf dans le Grand Nord, parce que ça marche quand même un peu moins bien. Les batteries sont vite plates. Et là, ils utilisent encore mais autrement pratiquement tout électrique. On était dans les cars électriques, on a fait un petit espace de vacances. Et j'ai pu voir ça. Donc, la transition est possible. Maintenant, c'est clair que j'ai conduit une voiture électrique. Ouais, c'est rigolo parce que ouais, ça va très vite. Mais c'est pas la même chose qu'une voiture qui participe quand même à un certain loisir. Il faut savoir que dans les années 60, les ouvriers qui avaient une voiture, mon Dieu, mais c'était formidable. La gauche devrait se dire, mais
Enfin, on peut partir puis aller à la campagne, voir à la mer. On a eu la chance, mon père était un ouvrier. On allait chaque année 6 semaines en vacances à la mer. Il plantait la tente. Elle restait là-bas 6 semaines. Mon père, après 3 semaines, parce qu'il y avait 3 semaines de vacances, il rentrait travailler. Puis il revenait nous chercher à la 6e semaine. Puis nous, on était au bord de la mer, super. Bon, la maman avait du boulot. Hein. Mais c'est quand même des moments d'épanouissement, de permettre d'accéder à des choses que les riches et les super riches. C'est aussi les premières vacances en France. Les gens se sont rués à la mer. J'allais dire qu'un cas, ceux qui avaient une voiture, oui, autrement les trains à pied, où ils se sont débrouillés, mais je pense que c'était quand même une partie du développement et de l'épanouissement de la classe ouvrière. Ça a fait partie, et ça fait toujours partie, du plaisir automobile. Certains qui ont quand même le plaisir de conduire, de changer les vitesses, de faire un petit peu de bruit, pas trop, rester dans les normes. Et d'avoir le plaisir d'aller se promener, ne serait-ce que de faire un col tranquillement, de s'arrêter en haut, de prendre l'air frais, tout ça. Je pense que ça reste quand même quelque chose qui a son importance aujourd'hui, contrairement à ce que disent certains, et que quand on entend, parce que justement par rapport à ce qui est sorti dans la tribune, là, un des représentants d'Active Stratégique qui dit « Non, mais on doit saisir des alternatives aux autoroutes, il faut développer le vélo et la marche. » Mais d'accord, mais je ne vais pas aller à Berne en vélo ou à la marche. Je veux dire, mais on est où là? Je vais à la marche ici, oui, dans le quartier. Ou comme l'autre soir où je vais à l'hôtel de ville, il y avait la fête de la musique. Impossible d'accéder avec la voiture. J'ai trouvé une place à l'avenue du Mail. Depuis l'avenue du Mail, traverser la plaine, monter dans la vieille ville et redescendre. Bon, ça fait un bout, hein, l'air de rien, quand même. Et puis j'ai pas 20 ans. Hein. Donc, on doit avoir cette complémentarité, mais d'où je reviens sur cette étude globale dont j'attends, j'allais dire le plus grand bien, j'espère, parce que je pense quand même qu'on développe un petit peu les autoroutes, qu'on les mette à 3 pistes un peu partout, mais qu'on arrive à construire ces lignes de chemin de fer, notamment en Romandie, qui manquent. En Suisse allemande, il ne manque rien. Les trains vont partout. Et ils ont aussi tout ce qui est interurbain, etc., extrêmement développé. La gare de Zurich, c'est beau à voir. Hein. Il y a des voies dans tous les sens, souterrains, aériens. Mais en Romandie, on n'a rien. Hein. Et en plus, Genève est un cul-de-sac. Parce que la liaison avec la France, ça passe par le tortillard de Bellegarde. Une honte. Et ça aussi, c'est un truc. Il y a maintenant une idée qui germe, d'ailleurs, qui me paraît intéressante, c'est de dire que les CFF pourraient proposer à la France de faire la ligne entre Genève et Lyon. Donc une ligne rapide. Pourquoi pas? Parce que c'est vraiment épouvantable de prendre le tortillard. Certains préfèrent le prendre à Lausanne et puis de faire le tour par Bâle et puis Mulhouse, hein, je crois que c'est Mulhouse, là, pour aller à Paris. Plutôt que de prendre, parce que le tortillard, ça nous fait perdre je sais pas, 1 ou 2 heures avant d'attraper le TGV de Lyon. C'est quand même incroyable qu'on ait fait un cul-de-sac à Genève. La ville internationale n'a pas de liaison rapide directement, ni avec la France, ni avec l'Angleterre. Ils viennent de conclure quelque chose avec les Anglais. Mais évidemment, ça va passer par le tortillard, parce que c'est la seule liaison qu'il y a aujourd'hui. Triste. Au niveau du Conseil fédéral, est-ce que là, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais il y a souvent des réponses un peu langue de bois. Comment ça se présente? Il y a la série des questions orales, qu'on appelle questions orales, mais qui en fait sont écrites. Et ils nous répondent à la séance suivante. Il y a 2 séances d'1 heure pour des réponses orales, et puis répondre aux autres par écrit. Mais bon, la question orale,
Ou on peut aussi poser une question écrite, hein, parce que la réponse sera un peu plus fouillée. Elles servent souvent à proposer ensuite une motion ou un autre moyen d'intervenir. Il y a les initiatives parlementaires ou autres. Donc, ça peut être orienté, on peut poser quelques questions, puis ça permet de prendre la température du Conseil fédéral sur le sujet. C'est peut-être plus ça, disons, qui est intéressant. Bon, quand il fait sa réponse, on peut reposer une question, mais bon, des fois, je ne l'ai même pas fait parce que ça va à sens unique, quoi. Mais ça a plus ça, mais on a aussi la possibilité, d'une manière, on dirait, questionner la documentation quand on a pour ça. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de domaines où ils vont pouvoir nous répondre d'une manière extrêmement détaillée sur des sujets qui nous permettent ensuite éventuellement soit de poser une question au Conseil fédéral, soit directement de faire une motion. Il y a aussi une position très intéressante de Daniel Sormani sur le fameux problème des votes qu'il y a eu à Vernier. Donc le trafic des votes au niveau communal. Maintenant, le scrutin a été annulé. Et là, vous avez pris une position assez intéressante où vous dites finalement, laisser les étrangers voter, ce n'est pas la solution, c'est ça le problème de fond. On voit quand même, parce que ça c'est les faits qui parlent, qu'il y a une évolution depuis qu'on a donné le droit de vote aux étrangers. Et dans la manière d'aborder le vote, dans lequel finalement il se réalise, on sait bien qu'il y a des gens qui arrivent à capter les enveloppes, et puis c'est pas, ils ne les volent pas, c'est évident, les gens le leur donnent, parce qu'ils leur font confiance. Mais c'est pas l'essence de la démocratie, et ça se faisait pas avant, je suis désolé. Faut que je pèse mes mots. Les Suisses ne faisaient pas ça avant, on va dire ça comme ça. Et on n'a pas eu de problème de captation de vote, à ma connaissance. Et c'est un problème qui vient aujourd'hui, déjà depuis quelques temps, hein, et quelques élections, et qui s'est amplifié fortement à Vernier, d'où mon coup de gueule. Parce qu'à quelque part, il y a bel et bien quelque chose. Et on voit bien qu'il y a eu d'abord une certaine passivité du procureur général, parce que ce problème a déjà existé en 2018 et en 2020, avec une des mêmes personnes qui est impliquée aujourd'hui dans le vote à Vernier, qui entre-temps a quitté le PLR pour aller chez M. Baudet. Alors, on est quand même en droit de se poser des questions. Pourquoi le procureur général n'a pas creusé la dernière fois? Il a tout classé. Vous avez quand même retrouvé un sac avec plein d'enveloppes de vote, hein, à l'époque. Et il savait pas, personne n'a jamais su où il avait atterri, pourquoi il était là, etc. Donc, des choses pas légales, visiblement ont eu lieu et ont été blanchies. Et puis aujourd'hui, il n'a plus le choix. Le procureur général qui veut se représenter, à mon plus grand regret. Et ça, vous pouvez le dire. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, où il a fait beaucoup de bruit, etc., ça a tout fait chou blanc. Donc, soit il ne fait pas son boulot, soit il veut démontrer qu'il fait quelque chose, puis derrière il ne fait rien. En tout cas, là-dedans, il ne s'est pas passé grand-chose, puisqu'il a classé l'affaire, hein, en 18 et 20. Donc, maintenant, il ne pouvait pas. J'étais déçu aussi de la chancellerie, qui, elle, a dit « j'ai rien vu ». Ils ont dit, hein, nous on n'a pas vu quelque chose d'illégal, et puis encore tout récemment, juste avant que la justice décide d'annuler le vote, elle dit non, moi je recommande à la justice de ne pas annuler le vote. Donc c'était dans la presse. Hein. Donc pour elle, ces mouvements sont normaux. Bon, visiblement pas. Et vous avez connu encore, enfin nous, on a connu le vote où on allait à l'urne, il faut donner sa pièce d'identité.
il y avait uniquement, effectivement, 3 jours de vote. Là, tout à coup, on peut voter 3 semaines avant, en mettant ça dans une boîte aux lettres. On ne sait jamais si déjà son enveloppe n'a pas été volée ou est arrivée avant, ou si les choses changent pendant ces 3 semaines. Et puis, finalement, est-ce que le vote est vraiment pris en compte? Là, il n'y a aucun contrôle d'identité. Est-ce que là, ça a été une dérive quand même de la Suisse, ce vote par correspondance? Non, je ne pense pas que le vote par correspondance est une dérive. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Le seul contrôle qui est fait, c'est la date de naissance, qui est dans le code barre. Donc, il n'y a pas de contrôle d'identité. Bon, le Conseil d'État a annoncé qu'il allait travailler là-dessus et puis l'introduire. C'est possible. Ou c'est aussi possible d'enregistrer des signatures. Bon, il y a un autre problème après, c'est la défense de la sphère privée, etc. Donc, pourquoi ne pas enregistrer les signatures? Et puis à ce moment-là, électroniquement, tout ça peut être vérifié directement. Et je pense qu'on devra en passer par là, parce que là, les dérives sont trop importantes. Et moi, j'approuve l'annulation de la votation, quoi qu'on puisse en dire. Et puis, on vote. Et puis, visiblement, la justice a confirmé que c'est une anomalie. Et que dans une commune, même si c'est une des plus grandes communes de Suisse, la deuxième ville de Genève, sur le nombre de votants, le nombre de bulletins qui est litigieux a évidemment influencé le vote. La preuve, le JS a eu 3 sièges de plus, et puis le PDC en aurait eu 3, alors qu'ils n'en ont pas eu, enfin le centre. Donc, moi, j'ai rien contre le JS ou qui que ce soit, c'est pas la question, ou contre Modère, absolument pas. Moi, je parle avec lui sans aucun problème, au contraire. Je parle beaucoup pour la mobilité, pour d'autres choses. Je l'appelle par la telle, on se voit, j'ai aucun souci avec ça. Donc, le peuple ayant décidé de le réélire, pour moi, il est légitime. Après, on peut penser tout ce qu'on veut. Le peuple a toujours raison. Si effectivement sa voix arrive jusqu'au bout. Par exemple, j'ai vu vous défendez aussi le personnel de la Poste. Est-ce que là, un dépôt au guichet avec pièce d'identité de son vote par correspondance, est-ce que ce ne serait pas déjà une solution un peu pragmatique et puis facile à mettre en place pour pouvoir sécuriser un peu ce vote par correspondance? Oui, c'est une piste qui pourrait être examinée parce que, et puis ça donne un peu de travail à la Poste qui pense qu'à fermer les guichets, auxquels je m'oppose. Et même le ministre, même sur rejeté, il dit il n'y a personne dans les postes. Combien de fois tu vas à la Poste? Moi j'y vais presque tous les jours. Pour différentes opérations. Oui, je fais mes paiements par internet, mais il y a des trucs qu'on fait directement à la Poste. On a aussi une entreprise, il y a des paiements qu'on fait directement à la Poste. Donc il y a quand même plein de lettres, nous on envoie encore plein de factures, par exemple. Donc on les fait par lettres. Quelques-unes par email à leur demande, l'essentiel c'est des lettres. Donc les postes sont utiles, je pense qu'il faut les maintenir, et c'est un lien social. Parce qu'il faut savoir quand même, et ça aussi c'est une évolution, quand j'ai commencé la politique, on avait le postier. D'ailleurs sur la liste on avait un postier. Et les postiers, ils allaient chez les gens, ils sortaient le pognon, puis ils leur donnaient leur AVS. Vous vous rendez compte? Ça, c'est du lien. Asseyez-vous, je vous offre un café. Et je pense qu'on a perdu ce lien. Puis le résultat de tout ça, c'est qu'après, pour assurer ce lien, on doit engager des assistants sociaux, pour aller visiter les gens, les personnes âgées, etc., les gens qui sont à l'AVS, pour éviter l'isolement. Avant, ça se faisait avec le postier. Alors oui, il y a des choses qui évoluent, mais il faut réfléchir aussi à ça. C'est ça, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu un mikado finalement la Suisse, où dès qu'on touche à quelque chose, ça crée d'autres problèmes, et puis on pense résoudre un problème, mais en fait on en crée 2 autres derrière. Peut-être j'aimerais encore dire un mot sur Antonio Auger, sa démission un peu surprise. Est-ce que là, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Oui, j'ai pas été gentil avec lui non plus, je crois. Et pourtant j'ai un bon contact avec lui. D'ailleurs pour sauver la maison Meyer, laquelle est derrière, j'étais intervenu directement auprès de lui.
Et il m'avait dit d'ailleurs, non, c'est pas possible, le PLQ prévoit la démolition, elle est trop près des immeubles. Ce qui n'est pas faux, qu'elle est près des immeubles. Et là, et puis en plus, c'était encore dans mon activité. J'étais plus en activité, mais les distances à cause de la protection incendie. Et éviter que si la maison Meyer brûle, que ça foute le feu à l'immeuble. Moi, je n'ai pas été mesuré, hein, mais lui, il me dit ah, non, il n'y a pas les 10 mètres, ça ne va pas. Bon. D'autres m'ont dit qu'il y avait plus que 10 mètres. Donc, pour finir, on a réussi à la sauver parce qu'il y a eu la pression aussi du quartier, mais moi, j'avais déjà parlé avec lui. Alors, j'ai un bon contact parce qu'on a beaucoup parlé du logement. Moi, j'ai beaucoup parlé du logement avec lui, notamment pour le défendre. Les zones de développement, les possibilités de faire des immeubles en zone libre, le fait que la loi ait été modifiée, vous vous rappelez, la répartition dans les zones de développement entre les logements sociaux, ce qu'on appelle les aides des locs, donc c'est des loyers libres, mais comme où j'habite d'ailleurs, c'est le loyer libre, mais c'est contrôlé pendant 10 ans. Hein. Donc il n'y a pas de subvention, il n'y a rien, mais bon, c'est un coopératif, ça reste des loyers raisonnables. Donc, et puis cette troisième zone, et puis ensuite les PPE. Moi j'ai défendu ça et tout. Il m'a dit, ah, tu es un de ceux qui connaît bien le logement, etc. à Genève. Bon, ce qui est vrai, c'est un petit peu mon domaine depuis des années. Maintenant, pourquoi il s'en va alors qu'il vient d'être élu? Enfin bon, ça fait quand même déjà 2 ans, il faut dire. Hein. Alors, il en restait 3. Bon, chacun est libre, évidemment, de sa vie et de faire ce qu'il veut. Maintenant, c'est vrai que ça nous provoque une élection qui va nous coûter de l'argent. S'il voulait se retirer, il aurait pu se retirer et pas se représenter. Ce que je peux comprendre. M. Poggia a fait 10 ans, il a dit ça suffit. Lui, il a fait 10 ans et il n'a pas dit ça suffit. Parce qu'il voulait une retraite meilleure, probablement. C'est ça, il y a eu un changement dans la loi sur les rentes aux anciens conseillers d'État. Il y a eu un gros changement et là, est-ce que c'est pour profiter de cette rente? Il attendait d'avoir 50 ans, il ne pouvait pas partir avant. Cette loi a beaucoup changé, elle a été modifiée, il y a eu des délais transitoires. Elle ne s'applique pas de manière rétroactive. Donc je crois qu'il n'est pas touché. Mais maintenant, il voulait peut-être la rendre pleine et puis qu'il fallait avoir 12 ans. Oui, c'est difficile à lire cette loi parce qu'elle a été beaucoup modifiée, mais il semble qu'il y avait un délai à fin 2025, justement ce délai transitoire où en fait quand on était en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, eh bien, on avait jusqu'à fin 2025. Donc est-ce que là tout à coup il n'y a pas un petit peu un coup de poker où vite je m'en vais pour pouvoir en fait toucher ma rente et puis laisser mon poste? Évidemment, il n'a pas dit ça, il a dit toute autre chose. Beaucoup pensent que c'est ça. Bon, moi, peut-être je peux le penser aussi. Mais je trouve un peu dommage d'en arriver là. Mais bon, après moi le déluge, on va dire. Hein. Et d'ailleurs, même pour le Parti des Verts, hein. Après moi le déluge, parce que le siège n'est pas garanti. Hein. Malgré, disons, la notoriété de M. Walder, c'est pas certain qu'il arrive à sauver le siège. Mais évidemment, il s'en fiche puisqu'il s'en va. Donc on peut se dire ça. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'égoïsme finalement dans la politique, les jetons de présence, les salaires? On voit aussi pour cette élection, il y en a beaucoup qui sont prêts à quitter leur poste. Il y a M. Walder qui est prêt à quitter son poste de conseiller national pour venir faire de l'exécutif à Genève. Est-ce que là, il n'y a pas un peu une trahison de la population à qui finalement on demande déjà de s'investir dans qui élire tous les 5 ans? Et puis maintenant, encore entre deux, il y a toujours une petite élection complémentaire, question de faire une petite dose de rappel? Oui, peut-être. Maintenant, c'est clair que tous les élus en place ont envie de rester en place. C'est le problème, disons, des élections et de la politique. On dit souvent que les élus pensent plus à leur prochaine réélection qu'au bien de la population. Bon, tout le monde n'est pas comme ça. Mais bon, quand on est dans un exécutif où là, c'est un emploi à plein temps, évidemment, avec des salaires quand même relativement confortables, je peux comprendre qu'on s'accroche, quoi, quelque part. Bon, alors, ils s'accrochent tout en s'accrochant pas. Bon, ça donne tout à fait l'impression
il voulait solder les 12 ans pour pouvoir avoir 13 000 francs de retraite, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis évidemment, à son âge, il ne va pas rien faire. Certainement, il a déjà en point de chute. C'est ça, on dit peut-être qu'il va aller en Argentine faire des forêts avec sa rente pour compenser tout le carbone qu'il a consommé à Genève. Oui, pour un écolo, on l'appelle le bétonneur. Alors, moi, je ne l'ai pas dit, hein, mais beaucoup l'ont dit. Maintenant, bon, il a fait une action, on n'a pas toujours été d'accord. Il y a cette loi sur les zones de développement auxquelles j'ai participé, parce qu'elle avait été proposée, d'ailleurs, elle avait été refusée, puis après, il y a eu des discussions, même au MCG, on n'était pas pour, mais moi j'ai réussi à convaincre le MCG que c'était une bonne solution. Et puis on a participé à il y a eu plusieurs séances de table ronde pendant l'été, je ne me rappelle plus quelle année. Et puis finalement, tout le monde l'a acceptée, et puis elle était représentée au Grand Conseil, légèrement modifiée, mais et puis donc sur ce terrain-là, on a pu travailler avec lui. Et puis sur les coopératives, il est évidemment favorable aux coopératives. Évidemment, il soutient la coopérative des Verts, la CODA, mais est-ce qu'il en a fait assez? On ne sait pas. Est-ce qu'il en a fait trop? Voilà, les gens sont partagés. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on construit, on est traité de bétonneur. Maintenant, est-ce qu'on essaie de construire des quartiers agréables? Voilà, c'est un petit peu le but des choses. Il a quand même réussi à faire un petit peu avancer la Praille, parce que c'était pas simplement bloqué du temps de Marc Muller, parce qu'il n'y a rien qui avançait. Mais il y a quand même des choses qui ont avancé. Il y a d'un côté, il y a la tour Pictet qui se fait, il y a les Vernets qui se font. Donc on avance. Donc voilà, bonne retraite, vivement que tu partes. Vous avez beaucoup d'idées originales, notamment faire payer la prison aux riches. Quelqu'un qui serait riche et qui serait mis en prison, c'est très original et c'est vrai que c'est jamais sorti dans le paysage politique. Est-ce que ça c'est de la provocation, c'est pour se mettre en avant, ou est-ce que c'est une véritable idée derrière? Non, c'est une véritable idée, parce que d'ailleurs, vous avez vu la réponse? Non. Ah, ils me disent que ça se fait déjà. Ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est un petit peu parce que, évidemment, je ne parle pas du Manon ou du Rhum qu'on mettrait en prison, ou je sais pas, ou même de moi, j'ai pas d'argent, hein, donc qu'est-ce que je pourrais payer si j'étais en prison, puis que quand j'étais mécanicien par exemple, puis que je gagnais 3 000 francs par mois, hein, parce que j'ai commencé, j'avais 850 francs bruts, 750 francs nets, je sais pas si vous vous rendez compte, bon, c'était en 1969, et on a heureusement un peu évolué, mais il y a des gens, notamment le crime organisé, narcotrafiquants, ceux-là, ils sont bourrés de fric. Et ceux-là, il faut les faire cracher. Et c'était un peu ça l'idée. D'ailleurs, je vais étudier ces différentes réponses un petit peu plus à fond pour affiner peut-être une nouvelle proposition. C'est ça, parce que vous dites c'est pas vrai, on a un vrai problème de transparence parfois, et là, disons que votre nom a beaucoup circulé il y a 2 ans à Genève, pour les affaires de transparence, le DIPAD, la loi sur la transparence à Genève. Ça a été très compliqué pour obtenir certaines informations, notamment dans le cadre de l'affaire Fischer. Beaucoup de caviardés en plus. Quand on les a obtenus, il y avait beaucoup de caviardage. Donc, mais bon, finalement, la commission de contrôle de gestion a pu, suite à tout ça, se saisir de l'affaire, et eux, ils ont eu les documents originaux pour finir. Ils ont fait un rapport qui est assez intéressant, quoi. Mais c'est sûr que Madame Fischer, on avait des informations, ce qui nous a permis de sortir tout ça, mais il y en a d'autres qui ont triché, hein. Même sur Rogers, c'est le premier, hein. C'est ça, il y aurait encore beaucoup de choses à faire avec cette LIPAD, il n'y a pas du tout assez de transparence. C'est sorti sur M. Rogers, où ils se sont aperçus qu'il avait attribué des mandats qui saucissonnaient toujours au même, et des copains écolos. Donc ça lui évitait de passer devant le Grand Conseil. Donc il n'a pas simplement triché, puis peut-être qu'il a utilisé aussi ses fonctionnaires, mais simplement il était un peu plus malin que Mme Fischer. Certainement, puis peut-être d'autres, hein, mais qu'on n'a pas pu pincer. Tout simplement, Mme Fischer n'a pas été maligne.
C'est ça, ça paraît un peu des fois une pratique courante, les petits arrangements entre petits copains. Et quand on veut mettre le nez là-dedans, circuler, il n'y a rien à voir. J'en dis une pour le municipal, Madame Marie Barbet. Elle nous a écrit pour nous féliciter d'avoir été élus au conseil municipal. Elle a écrit à ceux qui ont été élus, à ceux qui n'ont pas été élus. Donc elle a écrit à tous les candidats, entre les deux tours. La presse a jugé que ce n'était pas suffisamment grave pour en parler. Parce que j'ai transmis ça à Jérémy. Et c'est doux. Et le reste, pas assez grave. Mais bon, c'est bien une utilisation des fonctionnaires. Et pour nous dire bravo, alors qu'en plus certains les détestent à n'en plus finir. Surtout ceux du MCG et du DC. C'est encore vu hier soir d'ailleurs, au municipal. Flot de questions, notamment du MCG, mais pas seulement, où elle répond par le mépris. Le mépris, elle ne répond pas. En disant c'est une malhonnêteté. Beaucoup de questions. C'est dingue. Hein. Non, c'est la première à magouiller, ça j'en suis sûr. Mais bon, voilà. Donc c'est sûr, il y a des petits délits, des plus grands délits. Non, c'est pas bon tout ça. C'est pas bon. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a un taux de vote en Genève qui est toujours plus bas à chaque élection. On se rend compte que le taux de cette année n'est pas plus haut que celui pendant le Covid, où les gens ne sont pas allés voter. On est très bas. Donc, on est représentant de qui? On est représenté par qui? Hein? Quand on fait, je sais pas, le MCG a fait 11, bricole %, 11,% des voix qui se sont exprimées aux alentours de peut-être même pas 30, je n'ai plus le chiffre exact en tête, ça ne fait pas grand monde. Hein. Et voilà pour les autres partis aussi. Donc, on devrait être attentif à ça. Et d'ailleurs, au niveau fédéral, j'ai aussi posé des questions concernant les vaccins Covid, je ne sais pas si vous avez vu, où j'ai aussi... j'avais vu que le préposé l'IPAD de fédéral a réclamé donc la transparence, savoir à qui on avait acheté, combien on avait payé, ce qui a été refusé par le Conseil fédéral. Je voulais rebondir là-dessus, puis pris par un truc, je n'ai pas rebondi sur sa question et la réponse du Conseil fédéral, mais j'ai posé une question. Parce qu'après, il y a un article de presse qui est sorti, on en a acheté la moitié, à la poubelle. Et elle m'a fait la même réponse. Qu'on ne peut pas révéler cette information, parce que c'est des partenaires commerciaux, et ça mettrait en péril et les partenaires commerciaux et les pays avec lesquels on a fait des transactions. Moi, j'en crois pas un mot. Donc, bonjour la transparence. Hein. Transparence et il y a corruption aussi potentiellement dans ce genre d'affaires. J'en sais rien s'il y a corruption, mais toujours est-il que je pense que ça aurait été utile de savoir. Moi je ne suis pas anti-vaccin du tout, hein, donc c'est pas une problématique d'anti-vaccin, mais je crois qu'on a droit quand même, 5 ans après maintenant, d'avoir la vérité, parce que ça nous a coûté très cher. Et que ce qui aurait dû être pris en charge par les assurances maladie, c'est pour ça qu'ils ont des réserves. Et c'est pour ça que la loi a prévu des réserves en cas de coup dur. Et le Covid, c'était pas un coup dur? Oui, c'est les assurances qui auraient dû payer tout ça. Ben non, c'est le contribuable, c'est le Conseil fédéral qui a payé. Donc c'est pas normal, finalement, que finalement une bonne partie a pu être donnée. Ok, très bien, bravo. Mais une partie, j'ai le détail. Hein. Elle me l'a donné. Hein. Elle m'a donné le papier personnellement. Elle m'a dit j'ai le papier là, je vous le donnerai quand j'ai terminé. Et je l'ai gardé parce que peut-être je vais rebondir un peu là-dessus. Mince, c'est des dizaines de millions. Puis à cause de ça, aujourd'hui, on dit, notamment, pas seulement, les comptes de la Confédération sont tendus, il faut faire des économies. Il y a ce paquet d'économies, ce paquet Gaillard, que j'aurais envie de pendre, parce que faut savoir qui c'est, M. Gaillard. C'est l'ancien économiste de l'Union syndicale suisse.
qui a passé à l'administration fédérale. Et maintenant, il vient donner des leçons qu'il faut couper, hein, un peu partout, dans la culture, évidemment, dans le sport, dans différents endroits, sauf évidemment dans l'armée. Bon, je suis quand même pour qu'on équipe l'armée. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans une réunion à Genève, l'Union des sociétés militaires de Genève, le chef de l'armée est venu. C'était très intéressant. Il dit l'état lamentable de l'armée en Suisse. Hein. On pourrait équiper que 3 brigades. Hein. C'est un peu pas lourd. Hein. Et puis, presque avec des fusils en bois. Enfin, une caricature. On a les fusils, on a les cartouches, mais quand même, on est faible. Donc, parce qu'on n'a plus rien fait depuis les années 90. Donc, c'est sûr que ouais, il y a à boire et à manger dans tout ça, et je pense qu'on doit être attentif à tout ça. Évidemment, pas gaspiller l'argent, ou au moins avoir la transparence. Je pense que c'est le minimum qu'on doit aux citoyens, aux électeurs, si on a envie qu'ils reviennent aux urnes. Parce qu'il y a un travail à faire. Hein. C'est quand même la chose la plus précieuse. Il y a des gens dans le monde qui se font tuer pour pouvoir voter, et nous, on n'y va pas. Quand je dis nous, moi j'ai toujours voté de ma vie, même quand j'étais gamin. J'ai aussi dit à un moment donné, ouais, on va voter, mais ils font ce qu'ils veulent, parce que ça, on a entendu ça. Et puis mon engagement a montré que finalement, c'est pas tout à fait comme ça. Bien sûr, il y a des majorités, il y a des minorités, des fois on perd, mais des fois on gagne. Et puis c'est comme ça que je dirais qu'on avance. Donc, même si c'est qu'une voix, il y a des dizaines de milliers de gens qui disent c'est qu'une voix, eh ben c'est les minorités qui gouvernent et qui font ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça se voit tout à fait avec les automobilistes qui sont d'une passivité épouvantable et qui pleurent tous les jours, qui sont dans les bouchons, qui sont coincés. Et t'as été voté? Non. Je vais conclure avec vive la démocratie.